Merci de votre fidélité. Nous reprenons notre forum. Nous parlons du Togo. Dans cette deuxième partie, nous allons évoquer les perspectives pour l'année 2019. Comment recoller les morceaux politiques, s'il le faut, avec nos invités qui sont restés avec nous. Le révérend père Pierre Chanel Afenon, il est un des porte-parole du mouvement Espérance pour le Togo. Nous sommes aussi avec Salif Tourabi Kamalo, consultant en gestion des conflits et en politique électorale. Il est le directeur général de l'Institut panafricain d'assistance électorale. Et puis Jerry Tama, président du Nouvel Engagement Togolais, député élu à la nouvelle Assemblée du Togo. Justement, on avait fini avec lui. Pour la première partie, je reprends avec lui. Parce que c'est au bout de l'ancienne code 26. Donc, je voudrais vous entendre sur cette polémique sur les réseaux sociaux concernant une circonscription ou en tout cas un poste de député qui vous aurait été attribué dans le Bassar. Comment les choses se sont passées? Non, mais vous savez, dans le Bassar, il y a 4 candidats qui sont présentés. J'ai découvert, 4 listes, ouais, j'ai découvert comme vous sur les réseaux sociaux qu'il y aurait eu un problème de poste gracieusement offert. Je reviens de l'intérieur du pays où je suis allé, non pas m'occuper uniquement de mon parti, mais je suis allé chercher réellement les résultats qui sont au niveau de la CELI, tels qui m'ont été d'abord publiés et communiqués par notre représentant de la CELI de Bassar au dépouillement. Et je suis allé aux archives et j'ai découvert de toute façon que ce qui nous a été, les résultats qui nous ont été attribués sont conformes à ce que j'ai retrouvé à la CELI Bassar. Ce qu'il faut connaître aujourd'hui, c'est que les réseaux sociaux, ce n'est pas elles qui font les élections. Il y a énormément de choses qui se disent, mais il faut aussi retenir... Les réseaux sociaux n'ont fait que relayer. Non, ce que je veux dire, il faut aussi retenir qu'à la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle, des recours ont été faits. Et il faut aussi se rappeler qu'il y a des recours qui ont eu gain de cause. Et je pense tout simplement que s'il y avait donc matière à revoir sur les listes de Bassar, ben, les recours ont été tout simplement faits pour permettre aux ayants droit, ceux qui auront donc gagné au niveau de Bassar. Mais maintenant, après, je ne de n'importe qui, c'est un président, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Maintenant, qui voudrait tirer sur la sonnette. Je crois que vous avez un plateau qui est souvent très riche. Il serait très intéressant d'appeler M. Abbas Bafo qui viendra peut-être vous expliquer exactement quel type de résultat, parce que en réalité, ce que je dis, nous avons eu des recours qui ont été faits au niveau de la Cour constitutionnelle et certains ont eu gain de cause puisque les résultats tels qu'ils ont été publiés par la CENI ont été modifiés par la Cour constitutionnelle. Donc voilà, maintenant, après, si je l'ai dit, hein, les réseaux sociaux, tous les jours, il y a énormément d'informations qui passent. Les élections ne se font pas sur les réseaux sociaux, la politique ne se fait pas sur les réseaux sociaux. Mais bon, bref, en une minute, comment vous sentez-vous ce parfum de suspicion jeté par exemple par ces appréciations de l'ancien président de l'Assemblée nationale, plus d'autres, les 15% de père Afenon. Vous savez, les 15% ne sont pas de père Afenon. Il faut rectifier. J'ai relayé ce qui est dans l'opinion. Oui, c'est très différent. Oui. Non, c'est pas de moi. J'ai pas eu à observer les élections. J'ai pas des statistiques disponibles. J'ai relayé des choses qui se disent dans la population, dans l'opinion, et je pense que j'ai la liberté comme citoyen appartenant au peuple de relayer des opinions. Mais j'ai pas observé les élections. Le taux donné par le gouvernement peut être vrai comme ça peut être faux. J'ai pas observé. Alors, vous sentez-vous quelque peu gêné Vous savez, en 2013, au lendemain des élections, un ancien Premier ministre avait considéré que dans le Yoton, on avait volé ses voix pour donner à un autre ancien Premier ministre. Donc ce genre d'accusations sont monnaie courante, c'est pas la première fois que ça arrive. Le jour où vous verrez des élections en Afrique qui sont acceptées par l'ensemble des acteurs, ben vous m'appelez, vous me le dites. Donc honnêtement, pour moi, ça fait pas une chose qui m'affecte. Parce que honnêtement, quand vous êtes un acteur politique, vous en prenez plein la gueule. Moi, ça fait 6 ans que tous les jours, j'en prends plein la gueule, c'est pas un problème. Ce qui m'intéresse, c'est que qu'est-ce que la nouvelle Assemblée nationale fera? Est-ce qu'elle va insister sur l'organisation des élections locales dans les meilleurs délais? Est-ce qu'elle va faire les réformes constitutionnelles telles qu'elles ont été plus ou moins arrêtées par la commission des lois et sans que le quorum ne permette de les adopter? Aujourd'hui, nous sommes dans une logique que dès que l'Assemblée nationale se met en place, il faut faire les réformes constitutionnelles. Si elles ont lieu, si les élections locales ont lieu, on pourra dire que finalement la nouvelle Assemblée a commencé à faire quelque chose. Parce que vous savez, le 4 février 2018, le NET a fait un ensemble de propositions de révision constitutionnelle qui concerne 26 articles. Nous voulons qu'on aille à un régime de type présidentiel. Parce que, encore une fois, nous avons une Assemblée nationale qui est juste une caisse de résonance. Si nous avons un régime présidentiel où l'initiative des lois revient exclusivement à l'Assemblée nationale,
et travailler davantage. Donc nous allons essayer, même à l'Assemblée nationale, malgré le peu de députés que nous avons, de faire bouger les choses et à la limite, on pourra nous juger sur l'action. Nous avons dans nos tiroirs plein de propositions de loi que nous voulons faire avancer, des propositions de loi sur le social, sur l'environnement, sur la lutte contre la corruption. On verra exactement si nous n'y arrivons pas. Mais je rappelle encore que l'ancienne législature, c'est 117 lois, dont aucune proposition de loi. Donc on nous jugera là-dessus. Père Afoyon, certains Togolais pensent que la configuration actuelle avec la nouvelle Assemblée est une opportunité pour sortir de la crise. Est-ce que vous partagez cet optimisme? Moi, je ne suis pas politique. Je suis citoyen, engagé dans un mouvement, il ne faut pas qu'on l'oublie, qui a voulu réaliser la veille citoyenne autour des éléments positifs de la feuille de route. Aujourd'hui, il faut dire que on est tous dans une forme de déception. Mais le second volet de notre action, c'est ce que nous appelons l'éveil citoyen. Donc, il faut continuer à former les citoyens togolais pour qu'ils puissent s'engager dans les réalités qui doivent permettre au Togo d'aller vers le meilleur. Et ça, les hommes politiques font ça très peu ou presque pas dans notre pays. Et il faudrait que la société civile se dise un peuple qui ne connaît pas ses droits, c'est un peuple que le politique, quel que soit son bord, peut exploiter et aveugler. Et donc, pour nous, aujourd'hui, la priorité à ce niveau, arriver jusqu'à atteindre chaque rameau de notre pays, où le citoyen ne laisse pas libre cours à l'homme politique de faire tout ce qu'il veut. Moi, je vais citer ici le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, à la 72e session de l'Assemblée générale des Nations unies, qui disait ceci: « Il est impossible de bâtir des relations solides si nous refusons de dialoguer. Il est impossible de tracer la voie vers un monde plus pacifique dans la méfiance et le doute. Pour bâtir un monde meilleur, nous devons travailler ensemble, respecter nos différences, protéger les personnes les plus vulnérables, ça me tient à cœur, et défendre ce qui nous tient le plus à cœur. » Alors, si la législature qui vient pourrait entrer dans le sens de ces valeurs, pensez aux pauvres, parce qu'à l'heure où je vous parle, monsieur le journaliste, je ne vous le souhaite pas, je ne me le souhaite pas. Si une pathologie arrive à m'atteindre aujourd'hui et que ça débouche sur une insuffisance rénale, je meurs gratuitement. Parce que dans notre pays, nous sommes plus de 7 millions d'habitants et le pouvoir politique qui exerce aujourd'hui l'autorité dans notre pays n'a prévu que la place pour 80 Togolais. D'après mes informations, dans la sous-région, les pays s'organisent à accompagner ceux qui souffrent d'insuffisance rénale parce que c'est très cher. Chaque semaine, il faut dépenser un minimum de 150 000. Alors, si ceux qui vont au Parlement sont capables de faire ça, je dis gloire à Dieu. S'ils sont capables de faire en sorte que les acteurs politiques de notre pays ne puissent plus bloquer ce pays et que nous puissions faire un saut vers la démocratie, je dis gloire à Dieu. S'ils sont capables de faire en sorte que dans les villages, les femmes, les enfants, les hommes ne puissent plus boire l'eau de ruissellement, je vais les applaudir. S'ils sont capables de faire en sorte que les élèves au fin fond des villages ne puissent pas avoir des problèmes de visibilité parce que la nuit, ils ont étudié avec une bougie, je vais les applaudir. Si capables. Bon, je n'en sais rien. Je ne vais pas, je leur donne la possibilité de les voir à l'œuvre, mais je dis, s'ils s'écartent de ça, pour simplement chercher à se positionner, à renforcer le mal dans le pays, à ne pas prendre en compte la masse des miséreux et à fonctionner comme si au Togo, certains doivent être très à l'aise et que tous les autres, les sans-voix, on peut les piétiner. Je connais une expression de M. Djeritama qu'il a eu à dire à une de nos rencontres qu'au Togo, pour être quelqu'un, il faut avoir quelqu'un. Et j'aimerais que pour gagner en ce que je disais, la légitimité, que je crois que les députés aujourd'hui ne l'ont pas, parce qu'il faudrait qu'ils soient dans les cœurs des Togolais, au nom de qui ils parlent. Ils sont députés de la nation, ça ne fait pas de doute. Mais est-ce qu'ils sont vraiment dans le cœur
des populations qu'ils représentent, ils doivent gagner ça. Comment ils vont le gagner? Ils n'ont qu'à travailler de façon qu'on ne puisse plus dire jamais sur la terre de nos aïeux que pour être quelqu'un, il faut avoir quelqu'un. Mais beaucoup n'ont personne. Et donc ils ne sont plus, ils n'existent plus. Ils sont comme des objets. Le pape François parle de déchets humains, dans ce sens où ils sont traités comme des déchets. Alors là, c'est ce que moi je dis. Tout le reste qui est politique, politicienne, ça m'importe peu. Si le peuple est heureux, si les travailleurs sont mieux payés, si les enseignants du confessionnel peuvent avoir un salaire décent, si les élèves peuvent étudier dans des salles de classe et quitter des lieux où ailleurs on ne met même pas des animaux sous ça, je dis gloire à Dieu. Mais moi je ne vise que ça. Ce que vous dites, c'est quand même un peu Alice au pays des merveilles. Ça n'existe dans aucun pays du monde pratiquement. Ben, je suis d'accord. Mais est-ce qu'on peut me dire que sur les 15 dernières années au Togo, on a avancé sur les questions sociales? En tout cas, moi je suis un pasteur. Les étudiants que je reçois, leurs difficultés, quand ils quittent leur famille, ils sont ici à Lomé. Je crois que les étudiants des années 90 ont été plus chouchoutés entre guillemets que ceux d'aujourd'hui. Je peux me tromper, je n'ai pas des études disponibles. Mais ce que je veux dire, c'est que la qualité de vie du citoyen est une priorité. Que les acteurs politiques, quel que soit leur bord, ne puissent pas perdre de vue que ce que le Togolais désire, c'est une qualité de vie meilleure, un cadre de vie qui puisse être des opportunités pour le maximum et non pour un petit groupe. Et en le disant, je suis en parfaite harmonie et accord avec le chef de l'État, parce qu'il a dit depuis 2012. Monsieur Kamalo, je reviens à vous. Nous sommes dans un schéma où vous pensez qu'avec la nouvelle législature, on va pouvoir solder les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Et après, est-ce que la coalition de l'opposition, la coalition des 14 ou des 13, est-ce qu'elle ne reste pas un contentieux à régler aussi? Merci. Et tout ce qu'il faut retenir, je pense qu'avec la nouvelle législature, toutes les difficultés politiques que nous avons connues depuis un certain temps doivent avoir également des solutions par la modification des lois et tout. Et en dehors de cette modification, ces réformes également, je pense que, tel que mon ami venait de le dire, M. Giritama, ils seront en mesure de travailler, faire en sorte qu'ils puissent également exhorter au gouvernement d'aller dans le sens également du social. Aujourd'hui, quand vous énoncez également, c'est pourquoi d'abord, lorsque nous avons observé ces élections, nous étions un peu indignés, pas fortement indignés de la position de la C14, parce qu'il était question que nous sommes devant le peuple togolais, d'où nous présentons également des revendications pour aboutir à quelque chose qui pouvait être de mieux pour le peuple togolais. Et aujourd'hui, au bord de la lagune, ils ont jeté l'éponge et laissé le vide. Aujourd'hui, ce vide qui a été créé par l'opposition de C14, et lorsque nous entamons la nouvelle législature, je me pose la question, quelle serait leur place dans le débat politique ? Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale, vous n'êtes pas associé dans le débat politique, puisqu'on vous parlera si vous avez les députés au Parlement. Et d'ailleurs, c'est ce qui a posé la problématique même de la composition de l'organe en charge des élections, qui est la CENI, puisqu'il faut être parlementaire avant de pouvoir envoyer ton représentant. Donc je pense que ça, c'est ce que nous faisons des erreurs politiques, et du coup, ça paie très cher. Et ce qui ne devait pas se faire. Et maintenant, ramener la nouvelle Assemblée nationale, ramener le gouvernement à des discussions avec ceux qui ne font pas partie de ces institutions républicaines, et moi, ça me paraît un peu difficile parce que ils se sont mis de côté. Et c'est une manière de côté avec leur électorat. La C14, si on se fie aux chiffres du passé, ils ont quand même un électorat qui n'est pas négligeable. Non, ça veut dire que s'ils sont à l'écart, c'est avec leur électorat. Tout simplement, ce qu'il faut retenir, ils se sont mis à l'écart, comme vous dites, avec leur électorat. Ils n'ont qu'à s'organiser avec leur électorat pour les prochaines échéances électorales. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, avec la nouvelle chambre parlementaire, nous aurons les réformes. À partir de ces réformes, je me pose la question, quelles sont
également des préoccupations de la C14. Les réformes seront déjà faites. Qu'est-ce que vous réclamez maintenant au gouvernement? De ce que vous allez faire, c'est de vous armer de nouveau pour se préparer pour les échéances à venir. Oui. Et si c'est le cas, moi je vois que c'est très bien. Je voudrais votre éclairage sur cette question-là. Pourquoi était-on si sûr, et maintenant de plus en plus, est-on si sûr que la nouvelle Assemblée va dardard opérer des réformes? Non, je crois que d'abord il faut écouter les intentions des uns des autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le NET avec ses 3 députés, l'UFC avec ses 7 députés, les indépendants, même s'ils ne sont pas organisés. Et puis, si on en revient à la configuration, c'est qu'il est plus facile d'obtenir donc les 4/5e pour opérer une réforme qui aura un sens très important, parce que la proposition qui est faite, c'est qu'on ne reviendrait plus au 4/5e pour opérer les réformes constitutionnelles, mais c'est la proposition qui est sur la table de la commission des lois, c'est opérer des réformes par voie constitutionnelle. Autrefois, c'est 4/5e. Par voie référendaire plutôt. Bon, donc, ça veut dire qu'on va sortir rapidement de ces carcans des 4/5e qui empêchent de faire toutes choses. Donc, c'est une assemblée qui a été construite... Non, ce n'est pas une assemblée qui a été construite. Je ne pense pas que... Parce que quand vous prenez ce qui a été retenu par la commission des lois, vous y retrouvez 80 ou bien 98% de ce que l'expert a proposé. C'est-à-dire qu'en réalité, les choses qui ont été rejetées, que nous on avait proposé de rejeter, c'est d'abord cette obligation de dire qu'on fait des élections à 2 tours, et on passe aux 2 tours que si on obtient les 50% des inscrits. Ça veut dire que bon, voilà, ça a été corrigé. Aujourd'hui, il y a une disposition qui est importante et qui est, je pense, partagée par l'ensemble des pays, c'est que le président reste en pause jusqu'à son remplacement par le prochain élu. Mais ce n'est pas sur la loi votée par la commission des lois. Si. Non, je dis ce que la commission de loi aujourd'hui propose, que le président reste en pause jusqu'à son remplacement. Moi, parce que non, mais sur le moi j'ai le texte, parce que ce que l'expert proposait, c'est que quand le mandat est fini, il est fini. Oui. On veut bien, mais après nous sommes depuis près de 15 ans, on a toujours eu des crises à l'avant, à l'approche des élections. Et si vous rentrez dans ce genre de situation, vous risquez de vous retrouver dans un vide constitutionnel assez important. Mais ce que je retiens, c'est que quand vous prenez les déclarations d'intention de tout le monde, on veut vraiment aller rapidement à des réformes. Parce que, vous savez, moi, ce qui me gêne, c'est qu'on a réussi à vendre au peuple togolais, que c'est les réformes qui changeraient quelque chose. Mais au fond, et c'est nous les hommes politiques. Au fond, dites-moi en quoi est-ce que le père Afognon que je retrouve maintenant, après, avec sa dernière proposition, en quoi est-ce que les réformes vont permettre à des élèves qui sont dans les villages les plus reculés d'avoir de l'éclairage? Pourquoi on doit attendre les réformes avant de mettre de l'éclairage? C'est les réformes concourent à... Non, les réformes, c'est ce que... Non, vous savez, dans beaucoup de pays où il y a l'alternance, il n'y a pas forcément le meilleur vivre. Dans beaucoup de pays où il y a l'alternance, il n'y a pas le meilleur vivre. Il y a des pays où parfois les gens regrettent l'alternance. C'est quand nous les politiciens, mais c'est notre rôle, chacun joue son rôle. On a réussi à vendre au pays que, si vous savez, le jour où vous faites les réformes, d'abord les réformes à elles seules ne signifient pas qu'il y a alternance. Premier élément. On peut faire les réformes, il n'y a pas d'alternance. Je vous rappelle encore une fois qu'en 93, on a fait quand même une constitution que tout le monde a acceptée, en 92 plutôt, on a fait une réforme en disant que tout le monde sait bien, la constitution de 92 elle est bien, et que 20 ans plus tard, on a toujours les mêmes personnes qui sont au pouvoir. Donc les réformes à elles seules ne signifient pas l'alternance. Il y a un jeu de pouvoir, il y a un jeu de rapport de force. Et ce que j'apprécie dans le père Afognon que j'ai retrouvé, c'est vraiment l'éveil citoyen. C'est que si les gens ne comprennent pas la valeur du vote, si les gens ne savent pas que ailleurs les gens sont battus pour avoir le droit de vote, en ce moment-là, on galvaude tout. Donc ce travail-là, nous les acteurs politiques, on ne le fait pas assez. On reste dans nos coins et quand les élections arrivent, on est surpris. Et je peux vous le dire, le nombre de fois où vous arrivez dans un coin le plus perdu, moi je l'ai observé même à plusieurs reprises, vous avez des gens qui sont supposés être votre représentant, vous leur demandez la définition de votre parti, ils ne connaissent pas. Tout à fait. Moi j'étais dans l'armée en 2007, je suis rentré dans des bureaux de vote où quelqu'un te disait, moi je suis le représentant du CAR. Tu dis CAR là, ça veut dire quoi? Il te dit, oh. Parce qu'on l'a choisi comme ça au pied levé, on l'a mis quelque part et on dit de défendre l'intérêt d'un parti. Donc il ne connaît pas ici un parti le président. Donc ce travail de veille citoyenne est très important. Ce travail de formation politique est très important. Pas au-delà. Si on ne fait pas ce travail-là, on peut avoir les réformes, mais les réformes ne signifient pas une amélioration des conditions de vie. Moi je pense qu'il y a une responsabilité, c'est celle des dirigeants de jouer sur les inégalités. En réalité on se retrouve là-dessus. Il y a trop d'inégalités dans ce pays. Il n'y a pas de vraie lutte contre la corruption.
élections. Ça fait combien d'années qu'on n'a pas interpellé quelqu'un pour des détournements? On a des scandales qui passent dans ce pays comme des lettres à la poste. C'est là où, moi, je pense qu'en tant que député, je vais aller travailler. Mais maintenant, si on ne vend que les réformes politiques en disant, dès que vous aurez les réformes politiques, c'est l'Eldorado, ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a des pays qui expérimentent tous les jours la tendance politique, mais qui ne sont pas des pays où moi j'irai vivre. Donc il faut absolument faire la différence entre la lutte pour une meilleure gouvernance, pour une meilleure répartition des richesses, pour une meilleure... Et cette lutte pour une meilleure gouvernance, nous on l'a dit depuis 2012, c'est d'abord la décentralisation. Faisons la décentralisation, faisons en sorte que les gens dans les localités sachent où va leur argent, où va l'argent du pays. Mettons des maires, mettons des communes où les conseils municipaux vont gérer les ressources du pays parce qu'il y aura une dévolution des ressources qui iront dans les communes et en ce moment-là, on va commencer à faire le développement. Parce que nous les hommes politiques, commencé à vendre, oui, mais si on a l'alternance, on a oublié la bataille sur la décentralisation. Moi, je pense que s'il y avait une chose sur laquelle on aurait dû marcher énormément, c'est de demander qu'on fasse les élections locales, même avant les élections législatives, et à la limite même qu'on repousse les élections présidentielles, après avoir fait les élections locales. Mais le propre de l'homme politique, c'est de vendre du vent. Nous savons très bien le faire et nous le faisons. Maintenant, après, je remercie, on a une société civile qui joue sur l'éveil citoyen et c'est très bien. Oui, révérend Père Affollion, finalement, selon les uns et les autres, on aura les réformes, mais contre l'absence de la C14 au Parlement. Donc, ils auront été... je sais que ça ne va pas vous plaire, mais l'agneau sacrificiel pour obtenir les réformes. Non, mais c'est à eux de se prononcer. Hein. Moi, je ne suis pas membre de C14, de la C14 plutôt. Je n'ai pas un accord secret avec la C14. Ils sont des hommes et des femmes politiques, ils assument leur choix. Mais moi, je reviens sur ce qui est important. Ce sont les principes. À notre niveau, nous disons que les standards et les normes, il faut les poser. Je suis d'accord que les réformes ne vont pas entraîner par un coup de baguette magique toute la question du bien-être social et autres. Je suis d'accord. Mais il faut que le système qui incarne la gestion de la police de la cité soit quand même un système qui se renouvelle. Et je crois que ce qui est important, c'est de ne pas séparer les principes du bien-être à rechercher. On peut avoir l'alternance, comme Diritama est en train de le dire, et même sombrer dans la misère. Mais ce n'est pas pour ça que s'il y a un principe, il faudrait que nous puissions faire exception en tant que Togolais avant de parler de notre relèvement social. Il faut que... Parce que quand il y a confusion dans les principes, ça crée de la démotivation. Vous savez, certains Togolais, parce que c'est ensemble qu'on peut relever le pays, mais s'il y a certains Togolais qui estiment que eux, ils sont des super Togolais, et que les autres doivent écouter et obéir, s'ils n'écoutent pas et s'ils n'obéissent pas, on va leur montrer que c'est nous qui incarnons le pouvoir. Ce n'est pas bien non plus. Donc, il est important que les principes qui permettent au pouvoir vraiment d'arrêter le pouvoir, comme disait Montesquieu, qu'on puisse organiser la séparation du pouvoir pour que le peuple qui est souverain puisse déployer toute son énergie pour la question du développement. Mais c'est au gouvernement de mettre le cadre. Je m'excuse, mais si on continue d'aller dans nos villages, à rassembler les gens, à leur préparer à boire, à leur apprendre à applaudir, et puis à leur donner quelques machettes et des roues, mais il faut pas continuer. Avec ça, on ne va pas arrêter les eaux rurales. Je m'excuse, je connais bien la campagne. Mais si on arrive avec des politiques assez claires, moi je n'ai pas les compétences nécessairement, mais les acteurs politiques doivent y penser, de créer dans nos villages des réseaux, des cellules de développement local qui sont appuyées et qu'il n'y a pas un grand chef quelque part qui détourne et que ça n'arrive pas aux populations pour faire le travail. Je pense que le village va être un lieu de bien-être. Oui, mais Révérend Père, est-ce que ce travail d'éveil citoyen, ce n'est pas vous qui devez être à l'avant-garde de ce travail, vous religieux, parce que les gens, certains le disent, s'abrutissent aussi parce qu'au sein des congrégations religieuses, on leur vend du vent. Oui, il y a aujourd'hui tellement de confessions religieuses que je ne peux parler qu'au nom de la mienne, qui est l'Église catholique. Je défie tout historien
d'aller faire l'étude du Togo et tout économiste d'essayer de peser les questions de qualité de vie et de me dire si on enlève ce que l'Église catholique, l'Église protestante est en train de faire dans le social, particulièrement la santé et l'éducation, qu'est-ce qui resterait il y a quelques années et qu'est-ce qui resterait aujourd'hui? Vous devez savoir, je donne cet exemple concret. Quand vous prenez par exemple l'hôpital d'Afanya, qui est un hôpital de référence dans le pays, vous savez qu'il y a quelques jours, Afanya a failli fermer, parce qu'Afanya ne reçoit aucune subvention de l'État. Mais Tangueta, qui est au Bénin, qui est pour la même congrégation, mais ils sont traités comme un hôpital public pour que l'accès soit facile aux malades. Alors, je crois que nous, Église catholique, on n'a jamais cherché à faire de la religion un lieu où on cherche l'argent pour être je ne sais pas qui. Mais nous sommes au service du peuple. On peut le vérifier. Si c'est faux, la prochaine fois, on apporte les résultats. Monsieur Kebalo, comment peut-on maintenir dans un tel contexte togolais le dialogue? D'abord, est-ce que c'est nécessaire? Comment on peut continuer? Non, moi je pense que... Ou l'abcès est déjà vidé? Non. On passe à autre chose. Aujourd'hui, c'est ça, moi, ma position. Elle est claire parce qu'il faut le reconnaître. Nous sommes arrivés dans une crise où on s'est permis d'établir une feuille de route. Nous étions tous d'accord. Maintenant que nous avons organisé les élections, que nous avons les nouveaux parlementaires, il revient également à ces parlementaires de faire en sorte que les réformes, parce que tel que Irtama le disait, ça ne doit pas être des réformes qui doivent passer par référendum. Ça doit passer par le Parlement. Donc aujourd'hui, c'est le Parlement qui est habilité. Et c'est pourquoi moi, je fais la confiance totale à 100% parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas mettre le Parlement et remettre les réformes en arrière-plan. Parce que la CEDEAO, quelque part, également veille à l'applicabilité de ces réformes. Donc je pense qu'il faudrait que nous ayons l'espoir, nous ayons le courage de dire avec exactitude. Il ne faut pas prédire les choses. Laissons que l'Assemblée nationale... Vous êtes le premier à prédire, que ça doit être fait. Oui, ça doit être fait parce que jusqu'au moment où le gouvernement a pris ça en compte dans son conseil des ministres du 9 novembre, en présentant un projet de loi. Ce qui veut dire que la crise est arrivée à un moment donné où le gouvernement était également dans une situation de prendre les choses en main. Et donc, moi, je ne peux pas croire aujourd'hui que si nous mettons la nouvelle législature d'ici mardi et qu'elle fera son entrée, on va mettre tout ce qui a été dit au niveau d'Abuja le 22 décembre en arrière-plan. Donc c'est ce qui va amener un apaisement dans la classe politique dans un premier temps. Maintenant, comment caracoler les morceaux pour pouvoir reconstruire le pays, ça va de soi, parce qu'il faudrait que les gens puissent comprendre vraiment la nécessité de vivre ensemble en dépit de nos divergences d'opinion. Parce que vous ne pouvez pas prédire que moi, si je ne suis pas président, je ne peux pas contribuer au développement du pays. Lorsque vous posez un acte sincère et fiable, ça donne le sourire à quelqu'un quelque part. Lorsque les problèmes du pays vous interpellent, vous êtes tous appelés à contribuer. Donc moi, je pense qu'il y a plus d'un problème en tant que tel. Le problème est posé sur le problème social, comme venaient de le dire mes deux prédécesseurs. Le Togolais, c'est quoi? C'est son ventre aujourd'hui. La vie décente d'un citoyen, c'est quelque chose qui devait aspirer vraiment l'idéologie d'un gouvernant. Vous ne pouvez pas prétendre diriger un pays sans avoir les aspirations du peuple. C'est ça qui est primordial aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, vu également les revendications, la grogne sociale qui sévit dans le pays, les dirigeants ne sont pas des sourds. Ils prendront tout ça là en compte. Et vous savez, ce n'est pas aussi sûr que du jour au lendemain, toutes les attentes de la population doivent être prises en compte parce que quand vous prenez la feuille de route politique du régime, du chef de l'État ou du gouvernement, il y a également ce que nous appelons les questions prioritaires qui sont déjà établies. Voyez-vous. Donc c'est un programme qui a été tissé. Vous devez permettre à ce gouvernement d'asseoir également sa politique. Bientôt on aura un nouveau gouvernement. Comme on a eu un nouveau parlement, nous aurons les nouvelles institutions qui vont commencer à travailler. Prêtons également le crédit de doute à ces institutions pour voir dans quel cheminement ces gens-là et ces institutions vont conduire également le désir de ces réformes. Et comme l'a su dit également, moi je voudrais quand même marteler à ça. La démocratie n'a jamais donné un développement dans des pays que vous avez connus, que ce soit le Sénégal, que ce soit au Burkina, que ce soit au Bénin. Le développement, c'est de faire... Moi, je prends le cas de la Tunisie.
la Tunisie, au temps de Ben Ali, avait un taux de croissance économique très élevé. Aujourd'hui, avec la tempête arabe qui s'est tapée sur les pays arabes, quand vous rentrez également en Tunis aujourd'hui, vous avez toutes les difficultés de comprendre que la Tunisie peine à son développement. Donc le mieux c'est que les réformes dont nous exigeons aujourd'hui, nous voudrons que nous puissions aller dans les élections où on a mis toutes les parties prenantes sur un pied d'égalité pour que tout le monde puisse s'accorder aux principes qui devait régir les élections. C'est déjà bon. Maintenant, comme moi je dis souvent, et comme le président Gbagbo l'a dit, le pouvoir c'est une seule personne. Mais l'aspiration d'un parti politique, son idéologie, de venir au pouvoir un jour. Mais pour venir un jour au pouvoir, on ne peut jamais se lever également ainsi pour parvenir à parachuter à la tête de la magistrature parce qu'il doit y avoir un travail que vous devez mener. Surtout aujourd'hui, ce n'est pas l'opposition togolaise ni les partis politiques du Togo seulement. Moi, je traverse l'Afrique, presque entière, plus de 37 pays en Afrique. Je vois que nos partis politiques ne donnent pas l'exercice de la pédagogie de ce qui c'est que le militantisme. Donner une idéologie à ces militants de savoir. Et nous qui sommes les observateurs que nous sommes venus scruter ces élections ici, nous avons constaté que dans les bureaux de vote, tels que M. Yeri Tama l'avait tout souligné, vous représentez quel parti ? Il est très difficile de vous prononcer la formation que la personne, le délégué, représente. Et alors, nous avons ce que nous appelons les modules de formation du militantisme dans un parti politique. Comme en Afrique, tout le monde crée son parti au sein de sa famille, de son ethnie. Tout le monde essaie de le faire et à l'orée des élections, tout le monde se projette pour aller aux élections. Mais il y a le minimum. Un travail de formation. Il y a une formation. Puisque vous ne pouvez pas. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en Afrique comme au Togo, nous avons combien de partis politiques? Plusieurs partis politiques. Et lorsque vous êtes dans une confrontation de formation, et c'est pourquoi d'ailleurs on a plusieurs contestations dans les processus électoraux. Ouais. Moi je suis candidat, je n'arrive même pas à couvrir une partie de Lomé en me représentant dans les bureaux de vote. Alors que si j'ai la capacitation de déployer mes délégués, c'est de séquencer jusqu'à Lomé de l'est à l'ouest. Maintenant, quand vous n'arrivez pas à couvrir l'ensemble des bureaux de vote... Pour donner de l'eau à votre moulin, aucun parti n'a réussi à positionner 91 listes sur l'étendue du territoire national. Oui, bon, écoutez, d'abord, c'était pour nous, ça a toujours été un choix stratégique. Tout à fait. C'est-à-dire que pour une élection législative, vous savez que d'abord, les partis politiques dans nos pays sont très pauvres. Je ne veux pas avoir la prétention de dire que j'avais même les moyens de couvrir la moitié des bureaux de vote. Et vous savez, nous, depuis de l'ensemble du pays, depuis septembre 2017, nous avons dit, et nous avons toujours été plutôt pragmatiques, que notre première entrée à l'Assemblée nationale visait autour de 5 députés. Parce que nous connaissons les moyens que nous avons, nous sommes une jeune formation politique. De 5, on en a eu 3, bon, ben, on ne va pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais il y a un élément sur lequel je voulais intervenir, c'est qu'il ne faut pas prendre en tête trop vite la C14. D'abord, comme vous l'avez dit si bien, elle a quand même un électorat. Et ce qui va se jouer dans les mois à venir, c'est sa capacité à mobiliser, à montrer en réalité qu'elle est toujours capable d'avoir des milliers de personnes derrière elle. Parce que, ben, en réalité, si par hasard l'appel, par exemple, à empêcher les élections le 20 avait réussi, en réalité, ben, peut-être même que la CEDEAO se serait ravisée. Si par hasard l'appel au boycott du recensement avait réussi, la CEDEAO seulement se serait ravisée. Mais on a remarqué quand même qu'il y a sans aucun doute des stratégies contradictoires qui ont fait que et l'appel au boycott et l'appel à empêcher, parce que je dis encore empêcher la tenue du vote. On ne va pas rentrer dans le débat du taux de participation, mais n'a pas prospéré. Donc en réalité, tout va se jouer sur les jours à venir, mais il n'en reste pas moins que dans la République, la seule chose qui a un sens, c'est la légalité. Et il y a 91 députés qui auront à charge de mener l'action parlementaire durant les 5 ans à venir. Mais malgré tout, est-ce que même s'il y a réforme demain, la contribution de la C14, elle n'aura pas été moindre, hein, même si elle n'a pas participé. Non, mais en réalité, de loin, est-ce que ce n'est pas l'énergie de la C14 que vous allez utiliser justement pour obtenir ça? Il faut aller au résultat. Si, c'est ce que je dis. Aujourd'hui, vous savez, le test qui est resté sur la table de l'Assemblée, de la commission de loi, est issu à 90%.
de la proposition de l'expert, et qui est légèrement, ce texte-là plus audacieux et plus avancé que ce que le gouvernement avait proposé. Et donc si on travaille sur ce texte-là, il faudra aussi reconnaître que c'est grâce à l'action de la C14 que l'expert est arrivé, qu'il a proposé un texte. Voilà, donc moi je n'ai jamais eu de problème avec la C14, même si on nous a balancé comme on veut. Parce que vous savez être... Vous ne faites pas partie de ceux qui s'en moquent. Non, du tout. Vous savez être... On va faire des chemins, qu'est-ce qu'ils vont Non, vous savez... Non, du tout. Vous savez, d'abord, moi je suis un acteur je suis un entrepreneur. Je ai peut-être la faiblesse de faire partie de ceux qui montent 3 fois par jour. Et entrer à l'Assemblée, je ne pense pas que ça améliorera mon quotidien. Je crois que c'est le cas pour beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui à l'Assemblée. Et je crois que beaucoup de personnes qui aujourd'hui ont eu le courage de ne pas participer aux élections ne sont pas à quelques sous près. C'est des gens qui sont des acteurs politiques, mais pas que uniquement, et qui n'ont pas donc vraiment de problème. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que en réalité, c'est dans la vie, il faut faire des paris. Le pari a été fait en pensant peut-être que par le mécanisme du boycott, on allait peut-être tous le soir. Ça n'a pas marché. Okay. Mais il n'en reste pas moins que c'est des acteurs politiques. Et n'oubliez pas qu'au Togo, il y a certes les partis parlementaires, mais les partis extra-parlementaires jouent un rôle. Le 19 août, les manifestations qui ont eu lieu n'ont pas été à l'instigation d'un parti parlementaire. C'est un parti extra-parlementaire. Et ça peut revenir. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce qui est le plus important pour l'ensemble des acteurs politiques que nous sommes, c'est d'abord la nécessité de contribuer au renforcement du tissu social. C'est très important. Vous savez, quand on voit ce qui se passe rien à côté de nous ici au Burkina Faso, on a des intérêts à se dire, mais on n'a pas beaucoup intérêt à faire rentrer le verre dans le fruit. Nous sommes dans un pays où toutes les années, vous avez 70 000 demandeurs d'emploi qui viennent sur le marché de l'emploi et l'État n'arrive à en fournir que peut-être 3 ou 4 000. Ces problèmes-là, ils sont là. Et donc, si on ne comprend pas que nous avons besoin de se parler en tant qu'acteur politique. Mais si on ne comprend pas ça, un jour peut-être ce pays-là va imploser. Qu'est-ce que ça veut dire se parler? Non mais, vous avez une chose qui m'a fait honte. C'est de voir, je pense que c'était le 23, enfin je ne sais pas à quelle rencontre, de voir le comité de suivi qui dit, bah écoutez, nous avons constaté que depuis que nous sommes partis, vous ne nous avez pas parlé, on a aménagé une petite pièce quelque part, bon écoutez, à rentrer, essayez de vous concerter, mais personne n'est rentré. Mais comment vous imaginez des filles d'une même maison qui se disputent? Vous appelez un étranger pour venir vous aider. L'étranger dit, bon, honnêtement, rentrez, essayez de vous parler. Si vous trouvez des points de convergence, moi, je peux intervenir. Vous dites, non, personne ne rentre. Parce que si les acteurs togolais avaient décidé d'un commun accord de reporter les élections du 20, ben, la CEDEAO ne peut pas nous imposer. Si les deux cas n'arrivent pas à se parler, c'est pas parce que les uns sont trop forts et les autres... Non, moi je suis exactement du point de vue du père Afognon. Quand il a dit au départ, et ça a été notre leitmotiv quand nous sommes entrés au pays et en politique. Dans notre pays, vous avez une classe politique qui ne veut que la prédation du pouvoir, par tous les moyens, et en faisant un habillage légal. Par tous les moyens. C'est-à-dire, on fait tout pour garder le pouvoir, mais avec un habillage, c'est pour ça que nous disons que nous sommes une démocratie de façade. C'est-à-dire qu'on a toutes les institutions, mais qui travaillent dans le sens de permettre à certains de garder le pouvoir. En face, l'ensemble des stratégies ne consiste uniquement qu'à arracher le pouvoir. Et c'est ça qui fait qu'on a un peuple qui est au milieu, qui est manipulé de gauche à droite. Et c'est pour ça que je vous ai parlé des réformes à l'Assemblée nationale. Toutes les stratégies ne visent qu'à conquérir le pouvoir. Et c'est ça qui abrutit malheureusement notre peuple. C'est dommage. Parce que si nous pensions à l'éveil citoyen, si nous pensions à faire des gens, des citoyens, aujourd'hui j'entends une chose qui me gêne. On dit oui, le peuple togolais n'a qu'à prendre ses responsabilités. Ça veut dire quoi? Le peuple togolais n'a qu'à prendre ses responsabilités. Alors que vous avez mis une partie de même les deux antagonismes ont mis les gens dans la rue. UNIR a mis les gens dans la rue, la C14 a mis dans la rue, vous avez mis les gens dans la rue, vous avez dit aux gens il y aura le retour à la C92, ça n'a pas eu lieu, le départ de force, ça n'a pas eu lieu, la transition, ça n'a pas eu lieu, et puis maintenant, les élections ont eu lieu avec la CEDEAO qui dit ok, tout s'est bien passé. Vous dites le peuple n'a qu'à prendre sa responsabilité. Ça veut dire quoi? Le peuple n'a pas prendre sa responsabilité. La façon dont on peut amener le peuple à prendre sa responsabilité, c'est de la prendre la maîtrise de ses droits et devoirs. Mais par contre, là où je suis peut-être un peu pas d'accord avec le père, parce qu'il parfois il a une approche peut-être un peu angélique, c'est que nous avons aussi la nécessité de dire au peuple togolais, surtout aux jeunes, qu'il n'y a pas que l'État qui réglera les problèmes.
Moi, je suis un chef d'entreprise, je travaille 16 heures par jour, et le nombre de fois où je recrute des jeunes, bon, après, on se rend compte qu'on a vendu, mais ça, c'est le régime du parti unique. On a vendu aux Togolais l'idée que l'État peut régler tous les problèmes. Non, l'État ne peut pas régler tous les problèmes. Nous avons besoin de se retroucher les manches, et nous avons besoin, moi, je veux, dans ce pays, avoir des modèles de gens qui ont réussi par l'entrepreneuriat, par le travail personnel, parce que parfois, au Togo, quand on cherchait des gens qui ont réussi, c'est qui? C'est le ministre. C'est-à-dire que le gars qui a réussi au Togo, c'est le ministre, quoi. Et c'est parfois quand vous demandez aux jeunes qu'est-ce que tu veux devenir plus tard, il te dit, il veut devenir ministre, premier ministre, ainsi de suite. Nous avons une obligation, nous les aînés, j'ai 43 ans aujourd'hui, donc on commence à basculer de l'autre côté. Nous avons obligation de dire aux jeunes, vous allez réussir, mais ça va être dur. Vous allez vous battre. Vous allez passer des jours, des nuits à vous battre, parce que l'État ne viendra pas régler tous vos problèmes, parce que nulle part au monde, vous prenez l'Europe, vous prenez les États-Unis, c'est les pays où, si tu dors, ça te reste. C'est ça notre obligation. On va conclure cette émission. Je commence avec vous, le révérend père Marie-Chanel Afognon. C'est un nom que j'aime bien. Marie-Chanel. Comment faire pour consolider le tissu social tel que Jeli Tama le disait tantôt? On va terminer avec ça. Personnellement, je veux clarifier deux amalgames. Quand l'Esper a parlé en opposant démocratie et développement, en tout cas nous à la société civile, c'est pas notre approche. Parce que l'homme ne vit pas seulement de pain. Pour que l'homme puisse créer, il a besoin de se sentir libre et d'être vraiment un être épanoui, pas simplement au niveau matériel. Donc, n'opposons pas la démocratie au développement, parce que même notre constitution, qui est l'expression de la volonté du peuple togolais, n'a pas opposé ces deux aspects. Cela dit, je voudrais aussi dire que j'ai jamais pensé que l'État doit résoudre tous les problèmes. Mais si nous continuons à vivre au Togo et que le pays est géré comme c'est géré aujourd'hui, il est clair qu'on va créer ce que j'appelle la démotivation. L'entrepreneuriat suppose un contexte qui porte. Sinon, l'être humain comme ça, il se décourage. Vous savez, et moi j'accompagne des jeunes. Quand des jeunes, ils sont pas, et c'est pas un, c'est pas deux, qui est capable de te dire, vraiment, ce merde de pays, je n'en peux plus. Quand déjà un jeune peut qualifier, et ça c'est le combat à mener, peut qualifier son pays de merde, moi ça me choque. J'aime mon pays, j'aime le Togo. Et nous avons eu l'occasion de vivre ailleurs, mais nous avons choisi ici, chez nous. Mais la jeune génération n'est pas dans cette dimension. Donc, je suis d'accord avec Jeli Tama pour l'entrepreneuriat. J'ai jamais dit que le gouvernement doit tout faire, mais il faut faire renaître dans le cœur des jeunes l'amour pour la patrie. Pour y arriver, il faudrait quand même que les questions de démocratie et développement soient ensemble et que les conditions puissent permettre aux jeunes d'être encouragés. Moi, je connais des jeunes qui ont initié des choses. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus à cause des différentes crises. Ce ne sont pas les grandes sociétés qui ont payé ça. C'est des jeunes qui ont démarré avec 500 000, avec 1 million, qui ont payé ça. Donc, mon plus grand souhait, c'est qu'il y ait la paix dans notre pays, mais pas une paix qui est liée au fait que l'armée est en train de vouloir mater le peuple. Et il faut que l'armée comprenne aussi que la paix passe par le respect des citoyens. Et le pouvoir politique doit imposer ça. Je termine par une citation du pape dans sa lettre, pape François, dans la lettre qu'il a rendue publique. La bonne politique est au service de la paix. C'est pour le 1er janvier, journée mondiale de la paix. Il écrit ceci au numéro 2. Nous le savons, la recherche du pouvoir à tout prix porte à des abus et à des injustices. La politique est un moyen fondamental pour promouvoir la citoyenneté et les projets de l'homme. Mais quand elle n'est pas vécue comme un service à la collectivité humaine, par ceux qui l'exercent, elle peut devenir un instrument d'oppression, de marginalisation, voire de destruction. Je souhaite que la façon de faire désormais le politique dans notre pays ne puisse jamais conduire à l'oppression, à la marginalisation, destruction de notre pays, quel que soit le bord politique. Je pense que c'est un message important. Monsieur Kamalo, oui. Bonne heureuse année. Oui, bonne année heureuse. Sera heureuse pour le Togo. Très heureuse, on le souhaite, et que ça soit quelque chose de bien.
Et ce que moi je dirais tout simplement pour clore à tout ce que nous avons eu à échanger ici sur ce plateau, c'est dire tout simplement au peuple togolais que personne ne viendra ailleurs pour construire notre cité. De notre volonté de nous accepter mutuellement et en dépit de nos divergences d'opinion, il est temps que nous puissions s'asseoir et se parler. Mais dans cette manière de s'asseoir et se parler, il faudrait que nous ayons en commun l'intérêt supérieur de la nation. Il ne faudrait pas que moi je forme un bloc. À l'issue de ce bloc, je dis, mais si c'est à monsieur Gilles Boko et que ce n'est pas moi Kamalo, il faut que ça s'enlise. Puisque nous sommes dans un monde de complémentarité. Vous ne devez pas chercher à frustrer les autres parce que lorsque toi, tes intérêts ne sont pas mis en exergue. Donc tout ce que nous allons nous exprimer ce soir, c'est de dire que la nation demeurera toujours, mais les hommes politiques vont passer avec leurs incohérences et leurs capacitations de gérer, mais la nation demeure toujours. Mais ce qu'il faut, et ce qui est important pour le Togo, c'est de faire en sorte que nous puissions nous asseoir, comme il venait de le dire. C'est normal parce que aujourd'hui la CEDEAO s'est désengagée, c'est-à-dire en coupant également le mandat des facilitateurs. Maintenant, on nous renvoie notre patate chaude, la CEDEAO nous renvoie notre patate chaude, de régler entre nous. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, moi je dis, par rapport à la C14, je voudrais chuter par là. Oui, en 30 secondes. En 30 secondes. Et il faut reconnaître que la C14 a fait un travail qui normalement devait être parachevé par la C14. C'est pourquoi au départ de mes interventions, arrivé au bord de la lagune, la C14 a jeté l'éponge. Aujourd'hui, si nous voulons une nouvelle reconfiguration géopolitique à l'interne de l'Assemblée nationale, je pense que le chef de file de l'opposition ne reviendra plus à C14. Ça serait une autre formation politique qui n'a jamais manifesté son désir de marcher dans les rues du Togo. Voilà, et la politique de ça... Non, ça serait un peu compliqué. Merci en tout cas d'être passé sur ce plateau. C'était agréable et enrichissant, je pense. Merci. Et vous prêtez, ça va bientôt, hein, la législature, ça commence le 21. Non, ça commence mardi prochain. Mardi, ils sont des... Non, ben, j'ai pas... allez siéger? Oui, bien sûr, nous allons siéger. Non, je pense que c'est peut-être une occasion de faire la politique d'une autre façon. Vous avez UNIRA beaucoup rajeuni il n'y a que 8 députés qui ont été reconduits. Donc, c'est peut-être une occasion, on pourra juger les champs sur l'activité. Mais si j'ai un vœu, parce que ben, je n'ai pas eu le temps de le faire, en dehors des vœux de santé, de prospérité traditionnelle, je souhaiterais que cette année, on puisse faire notre rupture. Parce que vous savez, le Togo est victime de son histoire. En réalité, toutes les oppositions politiques aujourd'hui, elles datent des années 60. Nous sommes toujours victimes de notre histoire. Il faut qu'on se réinvente dans l'espérance. Voilà. Merci d'avoir fait dans le temps. Hein. Ça, vous savez le faire. Merci beaucoup. Et c'est la fin de notre forum. Merci beaucoup de votre aimable attention. Dans un instant, une nouvelle édition du journal. À très bientôt.